Courteau, je suis le coordinateur du forum. Je suis ravi d'accueillir David Hirn qui va intervenir sur cette conférence. Donc, il va vous parler de culture et d'environnement. C'est une question qui nous traverse beaucoup à Contextart sur l'impact qu'on peut avoir dans nos activités. On a adopté une démarche RSE d'ailleurs dans ce cadre-là. Donc, tous les secteurs culturels sont concernés, que ce soit le livre, le spectacle vivant, il va vous en parler. Donc il va développer comment on peut un peu améliorer les choses. Et on se disait tout à l'heure qu'effectivement, si un jour on n'a plus de planète, on ne pourra plus faire de culture. Donc c'est un sujet central de ce forum. Vous êtes peu nombreux, c'est dommage, je trouve. Il y a beaucoup de personnes inscrites qui ne sont sûrement pas venues à cause du Covid ou des différentes épidémies. Mais en tout cas, voilà, la thématique est essentielle, passionnante. Donc il va vous présenter tout ça lors de sa conférence. On le remercie. On avait déjà travaillé avec lui il y a longtemps et on le retrouve sur ce forum. Donc, merci à toi, David, et bonne conférence. Eh ben merci. Bonjour à tous. Sur ce sujet, il y a une structure qui s'appelle Music Declares Emergency, dont le slogan est No Music on a Dead Planet. Pas de musique sur une planète morte. Voilà, ça explique bien les enjeux croisés culture-environnement. Moi, j'ai la dure mission après manger là, de vous parler de choses pas forcément hyper agréables à entendre, tout en vous faisant passer le meilleur moment possible. J'ai un axe qui n'est pas RSE au sens large. Je vais vraiment vous parler des enjeux environnementaux, transition écologique. Et j'ai une spécialité qui est la connaissance des enjeux énergie-climat. Donc j'ai un gros focus sur l'ensemble des enjeux environnementaux, sur la question climatique. Vous m'en voudrez pas, en 1h30, c'est assez dur de brasser tous les sujets. Voilà, ça permet d'aiguiller un peu la réflexion et d'analyser quelles sont les choses qui se racontent sur ce sujet-là. On a synthétisé ce travail autour d'un livre qui s'appelle Décarboner la culture, que j'ai coécrit avec Samuel Valency et Anaïs Roche, qui pourra vous permettre de poursuivre le cheminement de nos réflexions, si vous les jugez intéressantes, bien sûr. Alors, comment commencer un sujet comme culture en transition ? On verra que dans la question se pose sur le périmètre qu'on donne au mot culture, et dans l'analyse d'impact, du coup, on essaiera de bien voir ensemble quel est le périmètre qu'on se donne. Mais vous remarquerez que j'ai mis un S à transition, et j'espère qu'à la fin de cette séquence, vous aurez bien en tête pourquoi. Et j'aime bien mettre des S partout. J'en mets aussi à environnement. On parle de l'environnement au singulier. Et c'est pour moi un problème. C'est parce qu'on a différentes crises environnementales. On a différents problèmes avec cet environnement au singulier. Donc je vous invite aussi à commencer à réfléchir vraiment le caractère pluriel des crises environnementales qu'on a à travailler, parce qu'elles ne se travaillent pas tout à fait de la même manière, chacune. Une diapo qui explique bien ça, c'est le travail d'un chercheur suédois qui s'appelle Johan Rockström, qui travaillait pour le Stockholm Resilience Institute et qui a travaillé sur les différentes limites de notre planète et celles qu'il ne fallait pas dépasser. Cette diapo elle est intéressante parce qu'elle vous permet d'avoir une vision de quoi on parle quand on parle de crise environnementale au pluriel. Et vous voyez que ces chercheurs, dès 2009, et puis ils ont réactualisé leurs travaux en 2015, ils identifiaient des enjeux assez majeurs, notamment l'érosion de la biodiversité, notamment tout ce qui est lié au cycle biochimique de l'azote et du phosphore, qui sont très liés à nos pratiques agricoles, à ce que nous mettons dans nos assiettes. Bien sûr l'enjeu du changement climatique dont vous m'entendrez beaucoup parler, mais qui n'est donc pas le seul enjeu environnemental. Il faut vraiment avoir en tête qu'on a une diversité d'enjeux à adresser et que chacun de ces enjeux, si on dépasse un certain seuil, on va se mettre, nous, humains, en difficulté. Donc il faut penser à la planète et on fait ça pour la planète, mais on fait ça aussi pour nous, société humaine, pour ne pas nous mettre en difficulté, en danger. Ce travail il a été assez bien vulgarisé, je trouve, par un documentaire de David Attenborough, que vous pourrez retrouver sur Netflix. On pourra discuter tout à l'heure de l'impact environnemental de Netflix si vous voulez, qui s'appelle Notre planète à ses limites. Et il vient interviewer justement ce chercheur Johan Rockström pour lui demander comment ils ont fait ce travail. Ça permet aussi pas de se rassurer, mais de prioriser les chantiers en constatant par exemple que pour l'instant on est dans une situation moins critique en termes d'utilisation de l'eau douce. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça veut dire que la situation est moins critique, souvent parce que les problèmes sont très localisés en matière d'eau douce, et qu'on a un des sujets qui était un gros sujet dans les années 90, qui est l'érosion de la couche d'ozone, sur lequel on est en train de rentrer dans une zone de sûreté. La communauté internationale a signé un protocole en 1987 qui s'appelle le protocole de Montréal, qui a permis d'éliminer les gaz qui nous posaient problème. Ça raconte que ces difficultés-là, elles ne sont pas forcément toujours insurmontables.
On est capable de résoudre certains de nos problèmes. En tout cas, sur le cas de la couche d'ozone, on a été capable de le faire. C'est pour ça qu'on n'en entend plus trop parler, d'ailleurs, hein, parce que ça va mieux. Je voulais aussi, toujours mon souci de mettre les choses au pluriel, on parle de la pollution, il faut vraiment qu'on apprenne à parler des pollutions. Parce qu'encore une fois, il y a une diversité des façons de polluer. Par contre, il y a un point commun, c'est que si on parle de pollution, on parle bien de quelque chose qui est généré par un facteur humain. Donc c'est vraiment l'humain qui vient par définition générer de la pollution. Ça peut être des substances, ça peut être des déchets, ça peut être des nuisances qui sont de l'ordre de nuisances sonores ou lumineuses. Il y a toute une variété d'impacts. Donc il faut vraiment commencer à imaginer cette diversité des impacts qu'on peut poser. Et puis une autre chose à avoir en tête aussi, c'est que ces pollutions-là, souvent c'est pas une question de choses, c'est une question de dose. Typiquement, on sait très bien qu'il y a du CO2 dans l'atmosphère, hein. C'est très bien qu'il y a un effet de serre, ça nous permet d'avoir une température tempérée. Le problème, c'est qu'il y en ait trop. Le problème, c'est l'excès. C'est la même chose sur les nitrates dans l'eau, c'est la même chose sur la radioactivité. C'est à chaque fois une question de dosage et pas de choses. Et puis moi j'aime bien commencer par cette chose qui nous permet de nous rassurer, nous en tant que secteur culturel, c'est qu'on n'est pas l'industrie lourde, on n'est pas des producteurs d'électricité. On n'est pas les activités, comparativement à d'autres, extrêmement polluantes. Mais je ne le dis pas pour qu'on en fasse une excuse pour ne rien faire. Je le dis pour pouvoir travailler ces choses-là de façon stratégique, calmement, sereinement. Aussi parce qu'on va voir que même si on ne souhaitait pas les travailler, parce que finalement on se disait on ne pollue pas beaucoup, en fait on va devoir les travailler. C'est ce qu'on va voir ensemble dans la présentation. Donc l'alternative qu'on va avoir, c'est est-ce qu'on choisit le chemin de la transition, des transitions, ou est-ce qu'on le subit en tant que secteur culturel. Toujours pour terminer cette courte introduction sur les enjeux environnementaux, pour parler des pollutions au pluriel, avoir en tête que c'est souvent une question d'arbitrage. Et que souvent quand on essaye de réduire une pollution ou un impact, on va en générer d'autres. Il ne faut pas être frustré de ça, c'est normal. Faut juste avoir en tête que du coup, ces logiques de transition vont nous obliger à faire des arbitrages, parfois complexes. Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup, que je donne souvent en conférence. Au début du siècle, à Paris, ils étaient très contents de voir arriver la voiture à moteur thermique, parce que ça allait éliminer la pollution. Ben oui, parce qu'à l'époque, à Paris, la principale pollution, c'était les chevaux et c'était le crottin de cheval. Et donc l'arrivée de la voiture thermique à Paris, ça permettait d'éliminer les crottins de cheval, donc ça permettait d'éliminer la pollution. Et ils n'ont pas tout de suite compris que ça allait générer d'autres problèmes qu'on réalise aujourd'hui. Donc on voit que voilà, on était dans ce cas-là typiquement dans une bascule de quelque chose de polluant vers quelque chose de polluant autrement. Et on le voit aussi sur un autre exemple que j'aime bien, qui est l'histoire de l'éclairage scénique sur nos plateaux de théâtre, par exemple. Comment on est passé au fil de l'histoire de la bougie au gaz, à l'électricité, et puis comment aujourd'hui on va vers le numérique, notamment avec les usages de la LED. Tout ça, c'est pas des baisses d'impact, ça peut être des reports, ça peut être des déplacements. Voilà, ça vient pas générer du zéro impact, ça déplace les impacts. Donc voilà, parfois les arbitrages peuvent être difficiles. Aujourd'hui, on a un arbitrage extrêmement difficile à faire dans la culture dont on pourra reparler ensemble, qui est celui de la numérisation. La numérisation, elle peut avoir des côtés vertueux d'un point de vue environnemental, mais le numérique, c'est aussi énormément d'impacts environnementaux, énormément de matière, d'énergie, de ressources pour que ça fonctionne. Donc ça génère des impacts environnementaux par ricochet. Voilà. La question, c'est l'arbitrage. À quel moment c'est intéressant, à quel moment ça pose problème. Pour l'instant, vous voyez peut-être qu'on ne se pose pas trop la question. On y va un peu à gogo sur le numérique. Voilà, un des enjeux qu'on aura dans la discussion, c'est comment on pourrait bien faire du numérique. Je voulais vous donner quand même cette typologie qui est la typologie officielle, et puis que vous ayez en tête quelle est la structure qui pilote un peu ces questions en France. L'ADEME, l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, qui est un peu voilà, la référence en matière de recherche, d'études et de chantier sur ces questions de transition écologique. Ils ont une grille de définition des impacts environnementaux qui reprend un peu ce qu'on se disait, des impacts, c'est avoir en tête aussi que ça peut être positif. Vous voyez que voilà, la notion, c'est impact négatif ou positif, engendré par un projet, on se le redira pour la culture, et puis toute une typologie dont il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas que matériels. Quand vous êtes un festival installé en pleine nature, ça peut être intéressant de vous demander les impacts immatériels sur la biodiversité en termes de bruit, en termes de lumière. C'est assez peu fait pour l'instant, on a assez peu ce réflexe, mais voilà, c'est des choses qui commencent à avancer. Ça va ? Tout va bien ?
Alors, je vous avais prévenu que j'allais pas dire que des choses très agréables cet après-midi, mais en même temps, il s'agit de ne pas faire comme ce qui a l'air de vouloir être le cas dans cette campagne présidentielle qui s'annonce, de ne pas parler de ce sujet et de le mettre sous le tapis. Donc, confrontons-nous à ce que nous disent les scientifiques, notamment la crise de la biodiversité. J'ai choisi de vous la faire en une diapo, pour pas qu'on passe non plus notre après-midi à déprimer. L'ensemble des espèces sont impactées par cette crise de la biodiversité. Il n'y a pas que les ours blancs, et certaines sont moins visibles que d'autres, moins sexy que d'autres par exemple. Vous voyez qu'aujourd'hui on a un gros problème avec les amphibiens qui disparaissent à une vitesse alarmante. Et voilà, c'est pas quelque chose d'aussi symbolique qu'un grand fauve dans la savane africaine ou un ours blanc, mais c'est tout aussi important parce qu'il a complètement sa place dans l'écosystème. Donc on a un gros enjeu de crise de biodiversité et c'est embêtant parce que on aimerait préserver le vivant, bien sûr, on aime tous le vivant, mais il y a un enjeu pour nous, même d'un point de vue un peu cynique, et c'est comme ça que l'appréhende l'IPBES, qui est la principale structure qui travaille sur les questions de biodiversité à l'échelle mondiale. Les gens en principe connaissent le GIEC, connaissent un peu moins l'IPBES. Aussi parce que l'IPBES a été créé 20 ans plus tard. Le GIEC c'est 1988 et l'IPBES c'est 2013 à peu près. Ça raconte que ça fait longtemps qu'on se préoccupe d'abord du climat et ensuite de la biodiversité. C'est pas nouveau, quoi. Cette notion de l'IPBES, elle raconte, à travers le principe du service écosystémique, à quel point la nature nous rend gratuitement, et le vivant nous rend gratuitement d'énormes services à tout point de vue. Alors on a souvent en tête l'échelle de l'approvisionnement. On se sert de bois pour se chauffer, pour construire des maisons, pour manger bien sûr. On peut avoir un peu en tête le service de régulation, à quel point on a besoin d'abeilles pour polliniser, qu'elles le font gratuitement, ça sera un petit peu plus dur si on doit utiliser des robots. À quel point quand on plante des arbres, au lieu de tout bitumer, ça peut être un bon service de régulation pour éviter des crues ou des inondations. Voilà, ces services-là, on en a un peu l'intuition, même s'ils sont un peu moins visibles. Ceux qu'on finalement on met peut-être pas assez en avant, c'est les services culturels que la nature nous rend. À quel point la nature est une source d'inspiration, de poésie, vient travailler le cœur de nos identités culturelles sur nos territoires. À quel point elle a été structurante pour la façon dont on éduque les gens, les questions de religion, et puis nos loisirs. Je vous montrerai une diapo tout à l'heure qui fait bien écho à cet enjeu-là. Voilà, ça, encore une fois, sont des services que la nature nous rend complètement gratuitement et qu'on est en train de perdre petit à petit en la déstabilisant. Moi, je vous ai dit que j'étais un peu obsessionnel et formé sur les questions énergie et climat. Je voulais vous résumer la question du dérèglement climatique en une diapo. Donc j'ai choisi celle-ci pour qu'on se redise quelle est la situation et quel est le contexte. Vous avez ici la courbe de température avec un indice moyen sur l'ensemble de la planète depuis la période pré-industrielle. D'ores et déjà, on est à l'échelle mondiale sur un réchauffement moyen de 1,1 degré. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un réchauffement moyen. Donc vous avez des zones qui se réchauffent moins vite et des zones qui se réchauffent plus vite. Donc typiquement, les océans vont se réchauffer un peu moins vite et les terres émergées vont se réchauffer un peu plus vite. Et plus vous êtes loin des pôles et plus ça va se réchauffer, plus vous êtes près des pôles et plus ça va se réchauffer vite. Donc on est vraiment sur une logique de moyenne. Cet écart à la moyenne de 1,1 degré, il explique que d'ores et déjà, il y a des zones qui se sont réchauffées de 2 ou 3 degrés. C'est pour ça qu'on en voit déjà les effets. C'est pour ça que très concrètement, on commence à sentir les impacts. Donc c'est une des premières choses qu'il faut qu'on se dise ensemble. Le dérèglement climatique, c'est pas quelque chose pour demain. C'est pas quelque chose pour nos petits-enfants ou nos enfants. C'est quelque chose maintenant, tout de suite. Un chantier d'hier presque, mais en tout cas un chantier d'aujourd'hui. Je reviendrai sur le principe d'inertie lié à ce réchauffement tout à l'heure, mais voilà, ayons en tête que même si on fait si on fait pas mal d'efforts dès aujourd'hui, cette courbe de réchauffement ne va pas s'infléchir tout de suite. Donc on est sur une tendance sur les prochaines années où ce réchauffement va continuer à peu près sur la même tendance. Comment vous résumer le dérèglement climatique cette fois-ci en 3 diapos ? Ses conséquences. À l'échelle du territoire français, là vous avez la répartition du hêtre, qui est un arbre très très commun dans les forêts françaises, un des plus communs des forêts françaises, avec la situation du jour en 2020 et la situation en 2100, selon un scénario assez optimiste de l'INRAE.
Donc l'INRAE c'est basé sur on va quand même faire des efforts pour atténuer notre impact et nos émissions de gaz à effet de serre. Vous avez malgré tout une forte disparition de la présence du hêtre, donc une forte modification de à quoi vont ressembler les forêts françaises demain. Typiquement, ça explique pourquoi l'ONF des Ardennes est en train de se dire que pour les forêts ardennaises de demain, ça va être intéressant de planter des arbres d'essence méditerranéenne, par exemple. D'ores et déjà, là, aujourd'hui, 2020, c'est à ça qu'ils réfléchissent. Ce graphique-là, cette diapo-là, elle explique aussi pourquoi les principes de compensation, dont on entend beaucoup parler, planter des arbres, ça va être intéressant, mais ça va nous poser un défi. Quels arbres on va planter? Pour que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils soient toujours là, et du coup, ils continuent à stocker le carbone qu'ils ont capté en grandissant. Donc ça, c'est une première diapo pas réjouissante. La deuxième, elle est peut-être un peu plus marrante. Vous avez ici les domaines skiables qui vont être économiquement viables en 2050 dans les Pyrénées, donc chez nous là. Et en noir, vous avez les domaines qui ne seront pas viables économiquement. Et en vert, vous avez les domaines qui vont être viables économiquement. Bon, là, je vous ai mis un petit indice. Ne cherchez pas les points en vert. Il n'y en a pas. Vous n'êtes pas daltonien. Selon l'INRAE, l'ensemble des stations de ski pyrénéennes en 2050 ne seront plus viables économiquement. Il n'y aura juste pas assez de neige et même l'usage de canons à neige ne sera pas suffisant pour les rendre viables économiquement. Donc ça veut dire que ces stations-là ont 30 ans pour imaginer un nouveau modèle économique. Imaginer une transition qui ne va pas être choisie parce que là, ils ne peuvent pas se retourner en disant s'il vous plaît, on n'est pas d'accord, on aimerait qu'il y ait de la neige dans les Pyrénées. Non. Comme on se disait, le service écosystémique qui était rendu par la nature gratuitement, qui était il y a de la neige, et donc on peut avoir un modèle économique autour du ski, ce service-là va disparaître, et là on est sur de l'ordre de l'irréversible. Je vous avais prévenu que j'allais pas dire que des choses agréables cet après-midi. Je suis pas sûr que ce genre d'image, ce genre d'idée, de à quel point ça va changer, structure l'imaginaire des citoyens français encore pour l'instant, en tout cas pas assez. Ça commence à structurer l'imaginaire de certaines stations de ski, notamment dans le Jura. Alors dans les Pyrénées, pas encore. Hein. Je n'ai pas vu trop de chantiers ouverts sur les enjeux d'adaptation au changement climatique. Mais dans le Jura, vous avez une station de ski qui s'appelle Métabier et qui a d'ores et déjà anticipé qu'en 2030, son modèle économique autour du ski allait s'arrêter. C'est-à-dire que chaque hiver, il n'y aurait de toute façon pas assez de neige pour que ça soit rentable. Donc ils sont d'ores et déjà en train d'imaginer en 2030 à quoi leur station va ressembler. Et ils ont choisi de faire un investissement sur leur infrastructure de ski à 10 ans et pas plus. Ils se sont projetés, ils ont planifié l'évolution de leur station de ski en anticipant ce phénomène-là. Et puis, troisième conséquence, qui est parfois un peu plus dans les têtes, même si elle est sur un temps plus long, on pourra se le dire, c'est la montée des eaux. Donc là, vous avez un scénario en 2100, scénario à 2 degrés et scénario à 4 degrés. Vous pourrez voir qu'il n'y a pas énormément de différence entre les deux scénarios. Donc à gauche, un scénario où la planète se réchauffe de 2 degrés moyens et à droite, elle se réchauffe de 4 degrés moyens. Pourquoi il n'y a pas une grosse différence entre les deux? C'est que la montée des eaux, c'est un phénomène beaucoup plus lent. Ça se fait sur des centaines d'années. Donc on ne va pas en voir le résultat tout de suite. Ça va être de l'ordre de l'irréversible aussi. La différence entre 2 degrés et 4 degrés, ça va être en 2300, 2400, une différence de montée des eaux de 1 mètre, 2 mètres, ou versus 5 mètres, 10 mètres. Mais ceci dit, on va commencer, et on commence déjà à en voir un peu les effets, par deux phénomènes qu'on va ressentir très fortement chez nous dans toute la zone camarguaise. Hein. L'infiltration et la salinisation des eaux par en dessous, et de plus en plus de submersion par au-dessus. Là encore, ce n'est pas quelque chose contre lequel on va pouvoir faire autre chose que s'adapter. Ça va, vous êtes encore avec moi? En quelques mots-clés, s'il fallait quand même se donner du baume au cœur, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce qu'a dit le 6e rapport du GIEC et sur le premier volet du 6e rapport du GIEC, qui est sorti, comme vous l'avez peut-être vu cet été? C'est qu'on a enfin un rapport qui dit officiellement c'est la faute de l'humain. Voilà, 100% établi avec certitude. Jusqu'ici, il y avait une négociation dans le rapport qui empêchait de le dire. Maintenant, c'est dit. Ayez en tête que les scientifiques nous ont dit deux choses rassurantes. Ils nous ont rappelé que le réchauffement climatique était sans effet d'inertie, à part notre propre inertie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on était capable, en un claquement de doigts, d'arrêter nos émissions de gaz à effet de serre instantanément, alors le climat serait stabilisé instantanément. Ça veut dire qu'on a notre destin entre les mains.
Maintenant, les scientifiques ne sont pas dupes, ils savent qu'on ne va pas pouvoir transformer nos modèles de société comme ça en claquant des doigts. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il va y avoir une inertie qu'ils appellent sociotechnique. Le climat va continuer à se réchauffer encore quelques années, le temps qu'idéalement on se transforme. La deuxième bonne nouvelle, en tout cas nouvelle positive, c'est qu'ils nous ont confirmé que si on restait en deçà de 2 degrés, qui est l'objectif de l'accord de Paris, rester bien en deçà de 2 degrés, il est très peu probable, c'est formulé comme ça, qu'on rentrerait dans des points de non-retour, qu'on aurait dépassé des zones de danger avec des effets d'emballement. Tant qu'on reste sous les 2 degrés de réchauffement moyen, on a complètement notre destin entre les mains pour stabiliser le climat, c'est ce que nous rappellent les scientifiques. Le risque, il est si on passe les 2 degrés. À ce moment-là, si on passe les 2 degrés de réchauffement moyen, on risquerait de toucher des points limites de la planète, des tipping points, des points bascules, qui pourraient accélérer le processus. Pour l'instant, avec les différents engagements que les États ont pris à la COP26, on est sur une trajectoire de réchauffement moyen de 2,7 degrés, à condition que les États respectent leurs engagements. Donc on n'est pas encore dans les clous. Moi, je fais partie des gens qui sont persuadés qu'on va y aller dans les clous, parce qu'on n'est pas une espèce suicidaire. Mais voilà, ça raconte à quel point on n'est pas encore dans la bonne trajectoire. Ayant en tête aussi que les impacts sont partiellement irréversibles. Donc on a parlé de la montée des eaux, on a parlé de la fonte des glaciers. Voilà, ça c'est des choses auxquelles il faudra s'adapter. On ne retrouvera pas les glaciers des Pyrénées qui sont en train de disparaître. Il faut qu'on se le dise, il faut qu'on l'admette. Et qui va être exponentielle dans ses conséquences. Donc chaque dixième de degré va compter. La différence entre 1,5 degré et 2 degrés, elle est majeure. Et à chaque fois qu'on monte, il y a un effet exponentiel dans les conséquences. Donc on a vraiment un intérêt à faire le travail le mieux possible et à rester dans les eaux les plus contrôlables possibles. On se donne beaucoup d'excuses pour rester passif. Je voulais vous proposer cette grille d'analyse des raisons de la passivité, qui a été proposé par des chercheurs l'année dernière autour du discours sur n'agissons pas tout de suite. Ça nous permet aussi de réfléchir à nous, nos propres freins à l'action et à la mise en mouvement. Il y en a un qui est assez classique, c'est une forme de conservatisme. On aimerait bien pouvoir n'infléchir absolument aucune des choses qu'on a mis en place ces derniers temps. Donc on est dans une forme de business as usual. Et là-dessus, on va imaginer que du coup, la technologie va nécessairement venir nous sauver et venir répondre à cette problématique-là. Or, on pourra se redire ensemble tout à l'heure que la technologie va faire partie de la solution, mais ne va pas nous permettre de résoudre complètement ce problème-là. De l'autre côté, on peut avoir la tentation de se dire, face aux signaux aussi alarmants que je vous donnais, que c'est foutu, que c'est trop tard. Et quand on est dans le renoncement, comme je dis souvent, on va plutôt boire un verre de champagne au bord de la mer en entendant que ça se passe, plutôt que se mobiliser et agir concrètement pour essayer de résoudre nos problèmes. Donc le renoncement peut être, je dis bien peut être, ça n'est pas systématiquement, une source de passivité. Un truc aussi qui est énormément source de passivité, c'est qu'on aimerait bien avoir des solutions qui viennent résoudre absolument tous nos problèmes, des solutions parfaites. Donc une solution qui viendrait résoudre nos problèmes climatiques, nos problèmes socio-économiques, nos problèmes d'égalité, enfin voilà, qui serait parfaite. Et en fait, on attend la bonne solution avant d'engager des solutions de transformation. Donc ça aussi, c'est un facteur de passivité. Je ne suis pas en train de juger, parce que j'ai loin de moi l'idée de dire il n'y a qu'à Faucon où c'est facile, mais c'est juste pour que voilà, on se raconte qu'est-ce qui génère de la passivité dans nos manières de faire. Et puis une que j'adore, c'est celle de la déflexion. C'est comment on renvoie systématiquement la responsabilité à d'autres. Et ça, on le fait tous. On peut toujours trouver quelqu'un qui pollue plus que nous, donc on va renvoyer la responsabilité. Il y a un petit jeu, on peut toujours trouver donc dans la culture, systématiquement ça va être oui, le secteur automobile pollue plus, oui c'est vrai, mais est-ce qu'une raison pour rester nous passifs? Et le petit jeu entre l'institution et l'individu. L'institution a cette tendance à vouloir renvoyer l'individu à sa responsabilité d'acteur citoyen. C'est le jeu avec les éco-scores, Nutri-Score, agissez, triez vos déchets, agissez citoyen. Et puis l'individu a tendance à rebours à renvoyer la responsabilité à l'institution. C'est au gouvernement d'agir, moi j'ai pas ma part de manœuvre, on se renvoie. Et dans les deux cas, du coup, ça peut être, encore une fois, une source de passivité. Intéressant d'avoir ça en tête pour déconstruire ses propres freins à l'action. Parce que ce qui est intéressant sur un sujet aussi anxiogène, c'est que justement, le passage à l'action va permettre de déconstruire l'anxiété
Et moi, depuis que je travaille sur ce chantier-là, je vais beaucoup mieux. Et ça permet de vraiment être dans l'agir et non pas dans l'émotion négative, qui n'est pas très constructive. Je vous avais parlé de la couche d'ozone tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. C'était pour finir sur un point un peu plus positif. Je voulais quand même aussi qu'on prenne un temps pour voir, au-delà de ce qui va pouvoir être travaillé dans la culture et dans le secteur culturel, les réponses un peu globales qui sont données, notamment illustrées par le cas du changement climatique. Un des enjeux qu'on a, c'est qu'on essaye de travailler cette question du plafond environnemental, vous voyez, qui reprend les limites dont je vous parlais tout à l'heure, identifiées par Johan Rockström. Donc on a ces limites à ne pas dépasser, mais on sent bien qu'on ne va pas réussir à le faire si on ne respecte pas aussi une forme de plancher social, si on ne respecte pas des équilibres. Ça va être trop dur à faire si on n'est pas vigilant sur des questions en termes d'accès à l'eau, d'accès à l'éducation, d'équité sociale, de droit au logement. Ça risque d'être difficile de travailler les autres enjeux. Et en tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est ce qu'a théorisé Kate Raworth dès 2008, c'est un espace sûr et juste pour l'humanité, où on est à la fois dans une forme de plancher social et un plafond environnemental. C'est un schéma que vous retrouverez dans le rapport de synthèse du Commissariat général au développement durable de l'État français, qui est assez connu, qu'on appelle vulgairement la figure du donut. Peut-être vous l'aviez déjà vu passer, parce qu'elle a une forme de donut. Mais voilà, ça raconte cette vision, cette tentative d'avoir une vision globale, qui a été une difficulté dans la culture, parce que du coup elle se traduit comme ça. C'est l'agenda 2030 de l'ONU et les 17 objectifs. Donc vous avez 17 objectifs qui reprennent cette aspiration à la vision globale et qui structurent ce qu'on appelle le développement durable. Si vous voulez une image de ce qu'est le développement durable, pour moi c'est celle-ci, ce sont ces 17 objectifs. Pour moi, c'était une difficulté dans la culture parce que ça fait longtemps que la culture s'est emparée des questions de développement durable, mais elle est plutôt allée chercher des endroits où elle était plus à l'aise. Typiquement, elle a très bien bossé sur les enjeux d'inclusion. Elle a commencé à bien travailler ces dernières années sur les questions d'égalité entre les sexes. Elle est allée sur ce qu'on appelle le pilier social du développement durable. Le développement durable, c'est 3 piliers, social, économique, environnemental. Et ce qu'on voit beaucoup dans la culture, c'est énormément de structures qui ont développé des choses sur le pilier économique ou social, beaucoup moins de choses sur le pilier environnemental, même si là, depuis la crise du coronavirus, ce sont des choses qui s'accélèrent. Sur le climat, comme je vous disais, on a les deux jeux à faire. On a en tant que secteur, en tant que territoire, à jouer sur l'atténuation, comment on réduit nos impacts. Donc on regardera ensemble quels sont les impacts de la culture, on essaiera de l'analyser. Mais de toute façon, indépendamment de ça, on va devoir s'adapter à un nouveau contexte climatique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire par exemple? Ça veut dire que quand vous êtes un festival d'été et que vous installez des toilettes sèches, ça a un effet assez faible en termes d'atténuation. Ce n'est pas hyper intéressant pour atténuer les impacts environnementaux, notamment gaz à effet de serre. Ce qui est hyper intéressant, c'est que ça adapte le festival à la situation probable de stress hydrique de ces prochaines années. Donc le festival anticipe le fait qu'ici, en Occitanie, l'été, on va avoir beaucoup moins d'eau. Donc l'eau risque d'être une ressource précieuse, notamment en été. Autre exemple dans les jeux d'atténuation-adaptation, quand vous êtes circassien, aujourd'hui vous pouvez utiliser le chapiteau comme outil de travail. Les circassiens espagnols sont en train de se dire il faut qu'on abandonne le chapiteau parce que ça n'est plus un outil adapté aux vagues de chaleur et aux températures qu'on subit. Il faut qu'on trouve autre chose. Donc soit une nouvelle matière, des nouveaux chapiteaux qui seraient adaptés du coup à ce nouveau climat, soit faire autrement. Tourner dans des salles, voilà. Donc en ce moment, c'est des réflexions dans les milieux du cirque espagnol, notamment sur, on voit bien que l'été, ça commence à être difficile, ou alors il faut surclimatiser l'été. Et là, on est dans ce qu'on va appeler la maladaptation. On génère une adaptation qui pose plus de problèmes que ça n'en résout. Surclimatiser des chapiteaux, voilà, ça relève de la maladaptation. Évidemment, c'est toujours moins pire que climatiser des stades, mais au Qatar, en Coupe du Monde, mais voilà. Ça reste quand même des choses impactantes et c'est leur outil de travail, les circassiens. Donc clairement ils voient bien que ça vient sans qu'ils le choisissent, ça vient percuter leur modèle économique, les habitudes qu'ils avaient prises et la façon dont ils fonctionnaient traditionnellement jusque-là. Et c'est des exemples parmi d'autres que je vous donne.
Pour reprendre la logique du travail global qu'on se donne, quel est le chantier que nous donnent les scientifiques pour rester bien en deçà de 2 degrés? Les scientifiques, ils ne nous disent pas comment, mais ils nous disent quoi faire. Et vous l'avez ici dessiné, donc vous avez en bleu notre historique en tant que société mondiale d'émissions de gaz à effet de serre, qui n'a cessé de croître depuis les années 60 notamment, et dont les rares baisses étaient systématiquement liées à des crises économiques ou à des crises comme la crise sanitaire du coronavirus l'année dernière. Enfin, l'année dernière, oui, on va dire l'année dernière. Et on doit, du coup, pour résoudre ce challenge de la transition climatique, ce que j'ai résumé en décarboner nos vies à hauteur de moins 80%, baisser nos émissions de gaz à effet de serre selon la courbe en vert. La courbe en vert dessine la trajectoire de l'accord de Paris. Vous l'avez, Paris Agreement Goal. Donc notre objectif, c'est de diviser par un facteur 3 ou 4, plutôt 4 en Occident, nos émissions de gaz à effet de serre avant 2050 et de tomber à 0. Sous-entendu, on en émettra encore un peu, mais il y aura des endroits de captation du carbone, notamment des puits naturels de carbone, qui nous aideront à capter le peu d'émissions qu'on émet, tomber à 0 en 2080. C'est ça ce que les scientifiques nous disent qu'il faut qu'on fasse pour rester bien en deçà de 2 degrés, rester dans une zone de sûreté et pas avoir et pas entrer dans quelque chose qui relèverait de l'ingérable. Il y a une très belle formule que je reprends d'Avenir Climatique qui disent notre challenge, c'est d'éviter l'ingérable et de gérer l'inévitable. C'est ça le challenge qui s'offre à nous dans les prochaines années. Vous voyez que c'est un sacré défi, l'État français en a conscience. L'État français a rédigé une stratégie nationale bas carbone qui reprend l'idée de cette trajectoire-là. Donc ça, c'est un document de travail de l'État français sur sa propre trajectoire de réduction des émissions, où l'idée, c'est qu'à partir progressivement de 2015, 2020, 2025, petit à petit, le pays émet de moins en moins de carbone sur son territoire, et le budget carbone qu'on s'alloue finit par se réduire à peau de chagrin, et on rentre dans une zone en 2050 où les émissions résiduelles finissent par être complètement captées par notamment des puits naturels de carbone. Juste un petit mot sur l'absorption et les puits de carbone. La technologie va exister à la marge. À la marge, on va avoir des dispositifs technologiques de captation carbone, mais ça va vraiment rester à la marge. C'est quelque chose d'extrêmement coûteux et d'extrêmement difficile à faire. Donc on sait qu'on va pouvoir en faire un tout petit peu, mais pas beaucoup. L'essentiel de l'absorption, ça va être des puits naturels. Tous les scientifiques le disent, les ingénieurs le disent, tous les gens qui travaillent sur ce sujet le disent. La principale manière d'améliorer nos capacités d'absorption de carbone, c'est de préserver nos zones humides, de préserver nos forêts, voilà, de préserver les espaces naturels de captation. Comment ça se traduit quand on regarde ça de façon sectorielle? Là, vous avez la même chose qui est par grand secteur d'activité. Déchets, énergie, industrie, agriculture, bâtiment, transport. Et vous voyez, il n'y a pas la culture dedans. Pourquoi? Parce que la culture, elle mobilise des transports, des bâtiments, un modèle alimentaire, elle a besoin d'énergie. Donc on ne l'a pas analysé en tant que tel. En tout cas, le cabinet Carbone 4 qui a réalisé cette étude ne l'a pas analysé en tant que tel pour l'instant. Mais voilà, elle se situe à l'intérieur de tout ça. Et tout ça va être, a priori, fondamentalement transformé dans les 30 années qui viennent. Puisque l'objectif, et vous voyez notamment par exemple en transport, c'est de passer d'une situation où nos émissions ont eu du mal à diminuer, puisque c'est un des postes qui a augmenté entre 1990 et 2015, à une situation en 2050 où on émettra 0 grammes de CO2 dans l'atmosphère dans le cadre du transport. Alors il y aura peut-être des questions sur comment on pourrait faire ça. C'est pas impossible. Par contre, ce qui paraît clair, c'est que ça ne va pas être possible sans une reconfiguration assez profonde de notre manière de fonctionner en tant que société. Ça peut marcher à condition de réinterroger vraiment de façon très forte la façon dont on est organisé pour tenir ces trajectoires-là. Vous voyez que l'ensemble des postes sont impactés et imaginez qu'à l'intérieur de ce processus-là, la culture pourrait bénéficier d'une exception qui lui permettrait de continuer à émettre des gaz à effet de serre ou qu'elle pourrait juste vivre ce processus sans que ça ait d'énormes conséquences sur la façon dont elle travaille et dont elle est organisée, ça paraît un peu une illusion. Ça paraît même un peu dangereux. Et donc du coup, le travail qu'on fait aussi ensemble aujourd'hui ici,
c'est un travail prospectif d'anticipation. S'il se passe ça, comment la culture va pouvoir s'adapter pour préserver ce qu'elle a de meilleur en elle, l'essentiel de ses activités et les impacts positifs qu'elle va avoir sur ces enjeux environnementaux. Une dernière diapo pour finir et pour rentrer dans le dur un peu des impacts de la culture. Je voulais vous mettre ces deux références-là qui racontent comment aujourd'hui il y a un discours de transformation un peu profonde qui est en train d'émerger, y compris au sein des institutions. Donc vous avez sur le site du ministère de l'écologie un rapport du Boston Group Consulting que vous pouvez consulter en libre service gratuitement, bien sûr. C'est un document public et à l'intérieur de ce document vous trouverez la formule que je prends en titre: faire pivoter notre modèle socio-économique vers la sobriété. Ça n'est pas de moi, ce n'est pas de Thomas Zadiste à Notre-Dame-des-Landes, c'est de ce cabinet, donc le Boston Group Consulting, qui a choisi de décrire comme ça la seule manière de tenir nos objectifs à la question qui lui était posée. Est-ce que l'État français, c'était comme ça qu'était posée la question, est-ce que l'État français, la stratégie de l'État français est la bonne pour suivre notre trajectoire accord de Paris? La réponse, c'était oui, à condition de faire pivoter notre modèle de socio-économique vers la sobriété avant 2030. Je ne suis pas sûr qu'on en soit là. Et à condition de mobiliser tous les secteurs et des moyens inédits. Donc ça faisait quand même des grosses à condition de. Donc entre guillemets, c'est possible, mais ça nécessite une mobilisation de tout le monde. Donc a priori, la culture va faire partie de ce chemin-là. Puis la dernière note de l'Agence européenne de l'environnement aussi, qui raconte bien à peu près la même chose. Je vous la lis. Une réduction de la pression et des impacts sur l'environnement exigerait des transformations fondamentales afin d'aller vers différents types d'économies et de sociétés, au lieu de chercher des gains progressifs d'efficience dans le fonctionnement des systèmes de production et de consommation actuels. Donc ce que nous dit l'Agence européenne de l'environnement, c'est qu'on a besoin d'innovation sociale, sociétale, d'imaginer de nouveaux modèles, parce que les anciens nous emmènent un tout petit peu dans le mur, et même les rendre efficaces ne sera pas suffisant. Et ça, c'est vrai aussi de la façon dont le secteur culturel, dans son modèle de production-diffusion, fonctionne actuellement. On va essayer de le voir ensemble. Ça va ? Si vous avez des réactions, questions, des envies de rebondir, voilà, ça n'a pas forcément vocation à être uniquement un monologue, hein. On peut dialoguer. Je voulais du coup prendre quand même ce temps d'introduction certes un peu général, et il y a probablement des choses que vous aviez déjà entendues, que vous connaissiez déjà, mais qu'on ait un socle commun de discussion pour rentrer dans ok, de quoi on parle quand ensuite on parle d'impact. J'ai pas corrigé cette diapo là, j'aurais dû, parce que là je l'ai élargi, c'est pas que spectacle vivant, c'est la culture. Et on est bien du coup dans une analyse des impacts positifs et négatifs de la culture. J'ai beaucoup de sources et d'infos sur spectacle vivant. J'en ai quelques-unes sur ciné, livres. Voilà, vous verrez aussi que une des questions qu'on se pose nous en tant qu'analystes, c'est le manque de données. On a besoin d'améliorer le recueil des données. Bon, il y a un impact positif majeur qu'il faut qu'on se dise tout de suite, c'est que dans un contexte comme celui-ci, qui s'annonce assez rude avec un challenge assez élevé à relever, je crois qu'on va avoir besoin d'artistes, on va avoir besoin de culture, on va avoir besoin de ces outils-là pour accompagner la transition, les émotions que ça va générer, les changements d'imaginaire que ça nécessite. En clair, il me semble, et on est plusieurs à le penser, que dans ce contexte-là, la culture peut être un vecteur fabuleux et majeur de la transition. Pour ce faire, il va falloir qu'elle soit un minimum exemplaire dans ses pratiques, ça on y reviendra, mais en tout cas, on pense que c'est un outil puissant. Typiquement, qui mieux que des acteurs culturels peuvent travailler à changer nos représentations et par exemple à faire en sorte qu'on représente autrement le vivant, que ce soit à travers un livre, un jeu vidéo, un film, comment on peut remettre le vivant à une autre place pour que, en tant que société, on puisse y faire plus attention. Et puis, comment on sort la Terre de son rôle de décor. Jusqu'ici, toute l'histoire de la culture, c'est quand même surtout l'histoire d'une mise à distance de la Terre. Et la Terre est juste un décor de nos histoires à nous, d'humains, qui sont celles qui sont intéressantes, histoire de guerre, histoire d'amour, voilà. Et la Terre est en décor. Comment on fait sortir la Terre de ce rôle de décor pour lui donner une autre place ?
les arts visuels peuvent y travailler, le cinéma peut y penser, les jeux vidéo peuvent être un outil aussi pour nous aider à repenser ces choses-là. Et nous aider à innover finalement, à voir les choses autrement, à déplacer nos regards. Et puis, comme je le disais, dans ce contexte qui s'annonce un peu anxiogène, on va avoir des émotions et des passions à gérer. Vous savez comme moi le résultat pénible que peut avoir une société qui ne travaille que des passions tristes. Ici, la culture a, selon nous, un rôle à jouer dans sa capacité à venir interroger, venir interpeller à travers le sensible les émotions que suscitent les questions de transition écologique. Par exemple, la solastalgie, je ne sais pas si vous connaissez ce mot. Solastalgie, c'est cette nostalgie qu'on a en sentant qu'on est en train de perdre des choses. Perdre des êtres vivants, perdre des terroirs, voilà. Et du coup, on ressent une forme de tristesse, des émotions très pénibles. J'aurais pu parler dans ces diapos de l'éco-anxiété aussi, qu'on sent monter, notamment chez les jeunes. Les sondages les études d'opinion sont absolument hallucinantes quand on discute avec les jeunes en termes d'éco-anxiété. Parce que eux, pour le coup, ont bien en tête tout ce qu'on vient de se raconter. Voilà, tout ça, il faut qu'on le travaille. Et le secteur culturel peut le travailler très différemment de n'importe quel autre secteur. Parce qu'il peut travailler justement autre chose que ce qu'on est en train de faire là. Moi, je vous amène de la donnée rationnelle. Voilà, on discute autour de données rationnelles. Le secteur culturel peut amener du sensible, peut amener du charnel, peut amener de l'émotionnel, et on a besoin de ça. C'est des choses que les ingénieurs ne sauront pas faire. Et c'est pour ça que je dis pédagogique ou pas, parce que la vertu de la culture et du spectacle, c'est pas forcément via l'entrée pédagogique, ça peut être un vecteur essentiel de transition. Bon, comme je vous disais, on a une difficulté qui est, on a encore un manque de données pour bien comprendre où exactement sont les impacts environnementaux du secteur. Ça commence à s'améliorer assez vite là, ces derniers temps, parce qu'on a beaucoup de matières qui nous remontent. Mais voilà, ce qu'on a imaginé nous, dans un premier temps, c'est d'extrapoler à partir du PIB. Si la culture pèse 2% du PIB, alors on peut imaginer que ces impacts environnementaux tournent autour de ça. Mais c'est très fragile et ça n'aide pas à la mise en action, quoi. Y a aussi une question qui est quel est le périmètre qu'on choisit pour définir ce dont on parle dans culture. Il va y avoir des secteurs beaucoup plus impactants que d'autres. Dès que vous êtes sur les industries culturelles et créatives, dès que vous êtes sur le jeu vidéo, dès que vous êtes sur la mode, vous êtes sur des impacts environnementaux beaucoup plus lourds que si vous êtes sur la chaîne du livre ou si vous êtes sur le spectacle vivant. Il faut qu'on se le dise, c'est pas grave, mais il faut qu'on se le dise. Plus vous allez revendiquer un poids économique, et souvent plus il va y avoir des impacts environnementaux derrière. Jusqu'ici, ces dernières années, la culture, et je crois que voilà, entreprendre dans la culture, c'en est un symbole, a choisi de se définir autour de l'entrepreneuriat et autour d'un poids économique. Dans un contexte de transition écologique, ça peut être un risque, parce que la partie à lucrativité limitée ou à but non lucratif de la culture n'est pas celle qui va générer le plus d'impact. Voilà. Question sur les industries culturelles et créatives, où là le jeu c'est, vous allez avoir des impacts significatifs dans l'industrie culturelle et créative, mais un nombre de spectateurs et d'utilisateurs très important. Donc les industries culturelles et créatives vont pouvoir dire « oui, je génère un impact important, mais je suis vu par beaucoup de spectateurs, donc relativement aux spectateurs, c'est pas très lourd ». Typiquement, pour produire l'avant-dernier James Bond, ils ont démoli 30 millions d'euros de voitures. C'est pas très éco-responsable, et ça génère des impacts environnementaux. Bon, le film a dû être vu par des millions et des millions de spectateurs. Si vous rapportez ça à des spectateurs, vous pouvez prétendre que c'est pas très gros, quoi. D'un autre côté, pour le secteur à but non lucratif ou à lucrativité limitée, il peut y avoir un effet de volume. Si vous faites un spectacle de danse qui est vu par 15 personnes et que vous faites venir la compagnie d'Australie, eh ben en fait, voilà, l'impact en soi, c'est pas 30 millions de voitures, mais comme c'est vu que par 15 personnes, l'impact relativement au nombre de spectateurs, il n'est pas bon non plus. Donc on doit, selon notre point de vue, travailler les deux entrées, à la fois une vision brute des impacts, quantitative, mais aussi qualifiée par à quel point les projets culturels qu'on développe et artistiques et culturels qu'on développe, ils ont un impact positif vraiment, donc ils touchent vraiment des gens. Voilà. Ayons ces deux choses en tête, parce que autant la culture, ça peut être immatériel, et moi là, si je vous récite un poème, vous repartirez avec le poème et moi je l'aurai toujours. On aura une croissance là, on aura fait croître quelque chose et ça n'aura pas eu d'impact environnementaux. Mais dès que vous êtes dans un marché de production et de diffusion culturelle, là vous êtes sur des choses qui ont besoin d'énergie et de ressources et qui génèrent des impacts.
Donc autant la culture peut croître presque indéfiniment, autant le marché de production et de diffusion culturelle, lui, il a ses limites quantitatives et énergétiques. Et il faut se le dire. Pour rentrer dans l'analyse d'impact, vous avez besoin de 2 outils que je voulais vous donner rapidement. L'analyse de cycle de vie et le bilan carbone. L'analyse de cycle de vie, ça consiste en quoi? Pour vous l'expliquer très brièvement, si vous voulez comparer ou analyser et comprendre les impacts environnementaux de quelque chose, il vous faut impérativement regarder cette chose-là de A à Z, du début à la fin, sur l'ensemble de la vie du projet. Sinon, vous passez à côté des problèmes. Typiquement, le meilleur exemple qu'on puisse donner sur l'analyse de cycle de vie, c'est la question de l'éco-cup, qui a été pendant longtemps le symbole de l'éco-responsabilité dans le spectacle et dans la culture. Bon, ben, un éco-cup, quand vous êtes en phase de production, c'est-à-dire ici, extraction de matières premières, c'est très dangereux, pardon, et fabrication, vous allez impacter, ça va vous nécessiter 7 fois plus de ressources que si vous voulez fabriquer un gobelet en plastique jetable tout pourri. Donc il vous faut, pour faire un éco-cup, 7 fois plus de ressources en phase amont. Ça veut dire que pour que ça ait un intérêt, un éco-cup, il faut que vous soyez sur le bon usage. Et le bon usage, ça veut dire on utilise plusieurs fois l'éco-cup. Ça, les ingénieurs nous le disent. Ils nous disent, si vous voulez qu'un éco-cup soit efficient d'un point de vue environnemental, il faut qu'il soit utilisé 7 à 9 fois. Donc, conclusion, la pratique de l'éco-cup, qui consiste à être millésimé, à avoir le nom d'une année, d'un festival, et où les gens, à la fin du festival, une fois sur 5, ils repartent avec, et ils commencent à les accumuler chez eux, c'est pas une bonne pratique environnementale. La bonne pratique environnementale, ça peut être, parce qu'il y en a un, ça peut être l'éco-cup mutualisé, où là, du coup, il va servir plusieurs fois sur plusieurs événements. Il n'est pas millésimé, il n'y a pas de nom. On s'en resserre, on le relave, et là, les ingénieurs nous disent, ils font l'analyse, ils disent si on le lave, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Et ils nous disent oui, c'est bien. La seule manière de savoir ça, c'est de comparer l'ensemble du cycle de vie d'un objet. Donc, vous voulez comparer un gobelet en plastique jetable, un gobelet en plastique compostable, un éco-cup, ou alors l'utilisation dans un festival d'assiettes en dur, ce qui est hyper compliqué à organiser d'un point de vue logistique, mais ce qui commence à se refaire plutôt. Voilà, vous utilisez cet outil-là et vous regardez sur l'ensemble du cycle comment ça marche, où est-ce que ça va générer des impacts, etc. Là, je vous ai parlé des éco-cups, j'aurais pu vous comparer voiture électrique, voiture thermique. Si vous voulez comparer les impacts environnementaux d'une voiture électrique et d'une voiture thermique, vous faites le même exercice. Et on va retomber sur le jeu dont je vous parlais au tout début, la question des arbitrages. Les impacts que vous déplacez, les choix que vous allez devoir faire par rapport à ces impacts qui se déplacent. Voilà, donc outil indispensable si vous voulez faire de l'analyse d'impact environnemental. Deuxième outil, bilan de gaz à effet de serre. Donc là, vous voulez essayer de comprendre quelles sont les émissions d'un projet ou d'un objet. Vous allez d'abord vous demander qu'est-ce que j'aimais moi. Alors par exemple, je sais pas, on pourrait prendre une salle de spectacle ou une salle de cinéma. Bon, la salle de cinéma va regarder ce qu'elle consomme comme énergie, les équipements dont elle a besoin pour fonctionner. Et ça, on va être sur un périmètre où elle se regarde elle-même et elle analyse ses propres impacts. Ce qu'on appelle le périmètre le plus restreint, donc c'est les scopes 1 et 2. Ça, c'est le jargon. Périmètre réduit où la salle de cinéma se regarde, elle, ses impacts et elle analyse. Mais en fait, on va se rendre compte que le gros des impacts, ils sont liés à des activités amont ou à des activités aval. Typiquement, l'activité amont dans la salle de cinéma va être, on se fait livrer les films, on va voir, on prospecte, on va à Cannes pour participer au salon, pour voir les derniers films qui sont sortis. Puis l'activité aval, ça va être, il y a des spectateurs qui viennent dans ma salle de cinéma, et ces spectateurs, ils viennent en voiture, et du coup, eux, ils génèrent un effet d'impact en venant en voiture dans ma salle de cinéma. Si vous voulez avoir une vision sincère de l'empreinte environnementale et de l'impact environnemental de votre projet, la seule manière de faire, c'est d'avoir une vision sur l'ensemble de ces scopes, l'ensemble de ce périmètre. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'ADEME. Aujourd'hui, malheureusement, l'obligation légale
pour les grandes entreprises, quand elle existe, c'est uniquement une analyse en périmètre 1 et 2. Donc dans la presse, en ce moment, quand vous entendez des entreprises qui se revendiquent neutres en carbone, la plupart du temps, elles sont neutres en carbone en scope 1 et 2. Donc elles ne mentent pas, mais elles n'analysent pas l'essentiel de leurs impacts en amont et en aval. Donc quand YouTube dit « je suis neutre en carbone », il est neutre en carbone, mais en se disant « ce que consomment mes utilisateurs quand ils regardent des vidéos YouTube, c'est pas moi, c'est pas mon impact, ça ne me concerne pas ». Vous voyez que ça ne marche pas vraiment, quoi. Et du coup, même chose, un festival qui dirait « la mobilité de des visiteurs, ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème », bah, il serait dans ce jeu-là. Il dirait, il refuserait de regarder l'impact dont il est responsable en activité aval. Donc, d'où l'importance d'avoir cette approche un peu globale qui permet aussi du coup d'avoir une analyse de risque fine. On ne passe pas à côté des questions, des enjeux et des problèmes en faisant comme ça. Ces deux outils-là, ils permettent d'aboutir à une sorte de modélisation un peu à la louche des grandes questions et des grands impacts qui se posent dans le secteur culturel. Alors là, c'est bien, j'ai pensé à modifier le titre de la diapo. Avec des impacts carbone qui sont majeurs d'un côté, des impacts carbone qui vont être plus mineurs de l'autre, et d'autres typologies d'impacts environnementaux, hors carbone, qui, à l'échelle du secteur, vont rester modestes. Alors je vais commencer par cela. À l'échelle du secteur, tout ce qui va être consommation d'eau douce, pollution sonore ou lumineuse, utilisation de plastique, colle, matériaux critiques ou en tension, ça reste des impacts mineurs, très petits par rapport à l'industrie, dont l'enjeu, il est là, pédagogique. L'enjeu, il est de nous transformer pour être capable d'être exemplaires vis-à-vis du reste de la société. Donc si aujourd'hui, voilà, j'ai pas une bouteille d'eau en plastique sur mon comptoir pour la boire, c'est pas parce que, voilà, en termes d'impact environnemental, ce sera pas fou, mais en termes de ce qu'on raconte à la société et en termes pédagogiques, là, ça a un sens. Donc encore une fois, la logique du vecteur sur les petits impacts, la capacité du secteur culturel et des événements culturels à être vecteur de transformation et de transition. Et ça prend du temps, c'est un processus d'amélioration continue dans lequel on a besoin, j'en profite pour le dire tout de suite, de vachement de bienveillance. Donc accompagnons-nous les uns les autres dans ces transformations-là, plutôt que de nous pointer systématiquement les choses qui sont pas bien faites, mal faites, parce que là on en trouvera toujours et on va s'y énerver. Donc sur les grands impacts carbone majeur et impact carbone mineur, grosso modo, je vous l'illustrerai par quelques diapos ensuite. Quand on est dans le secteur culturel en général, la grande question qui se pose en termes d'impact carbone, c'est systématiquement transport et mobilité. Et c'est la plupart du temps transport et mobilité des visiteurs, des spectateurs ou des publics. Vous avez en règle générale un rapport 2 tiers, 1 tiers à l'intérieur du poste transport et mobilité. Vous avez 2 tiers visiteurs publics et 1 tiers c'est le reste, artistes, fret, voilà, déplacement des œuvres. En général, évidemment, ça dépend des typologies de projets. Je vous donnerai quelques exemples qui permettent d'illustrer. Ça dépend aussi des sous-filières. Le livre, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil que le cinéma et ça ne fonctionne pas tout à fait pareil que les jeux vidéo. Vous avez toujours des questions qui sont liées à ce qu'on fait manger aux gens qui viennent voir de la culture. Et les impacts sont très vite significatifs parce que, étant donné qu'on a un modèle extrêmement carné et extrêmement intensif, industriel, les impacts carbone sont élevés. Ça, c'est des impacts assez faciles à faire atterrir en végétalisant un peu et en passant sur du local de saison bio. Et ça, pour le coup, ça ne transforme pas fondamentalement les modèles économiques de la culture, hein. Là, on est juste en train d'accompagner des transformations autour de nous du secteur agricole. Et des enjeux, évidemment, qui sont liés au bâti. Le maillage d'équipements culturels français, il lui faut de l'énergie pour le climatiser et le chauffer. Ça génère des impacts sur lesquels on peut travailler, hein, dans des dispositifs de droit commun, rénovation de bâtiments par exemple. Il y a des choses intéressantes qui se font d'ores et déjà aujourd'hui en France. Vous avez des impacts qui sont beaucoup plus mineurs et qui ont pourtant été énormément travaillés par le secteur. Typiquement, autour des déchets, il y a eu plus de boulot. Autour de la communication, il y a eu des gros chantiers en termes de travail sur la communication responsable. Mais ce n'est pas là, malheureusement, où ça se joue pour les choses dont on parlait ensemble, sur les questions climatiques. Il n'y a pas de gros impacts autour de ça. Donc souvent, moi, quand j'accompagne des lieux de culture, la première psychose, c'est le programme de saison. Et tout de suite, j'essaie de dire, oui, c'est un sujet, le programme de saison, c'est visible, tu les vois, tous ces programmes, ou les papiers à Avignon, les affichettes à Avignon. Oui, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est une toute petite partie des impacts. Ayons en tête que ce qu'on voit n'est pas le gros du sujet. Souvent, la partie visible n'est qu'une toute petite partie émergée de nos impacts environnementaux. Ce qui est important, c'est ce qui ne se voit pas. Et c'est très vrai dans le cas du numérique. Là, je vous ai mis une échelle de valeur entre 2 et 50% de l'impact des projets.
selon les filières. Évidemment, les jeux vidéo, c'est encore plus, je pense. Dans le cinéma aujourd'hui et dans la musique aujourd'hui, on est d'ores et déjà sur des impacts environnementaux du numérique et des impacts carbone du numérique qui sont supérieurs au reste du tissu productif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a moins d'impact dans tout ce qui est production de films et salles de cinéma qu'il n'y a d'impact en VOD et en diffusion des films en streaming. D'ores et déjà, aujourd'hui. Et ça, c'est des impacts invisibles. Voilà, on parle de dématérialisation, on parle de numérique comme dans les nuages. Sauf que derrière, il y a des grosses infrastructures avec beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Souvent, on pense aux serveurs, mais il y a énormément de terminaux d'usage. 34 milliards d'objets connectés qui ont été fabriqués en 2019. Donc énormément de ressources pour fabriquer ces 34 milliards d'objets connectés. Et ça émet des gaz à effet de serre, ça nécessite des ressources qu'on appelle abiotiques, c'est-à-dire de la matière, des métaux, dont certaines sont déjà en tension, dont certaines posent déjà question. Donc voilà, impact, encore une fois, attention au fait que souvent sur ces questions, on part sur ce qu'on voit, on part sur le visible, alors que le gros du sujet, il est sur de l'invisible, ou en tout cas du pas visible tout de suite. Ça va, ça vous paraît ouais. Alors c'est nous dans le livre et moi qui avons essayé de donner des fourchettes par rapport à l'ensemble d'études que je vais citer juste après. Donc ça se repose sur études Coffice, études démo, études quelle est l'autre que j'ai prise, études du Shift Project bien sûr, analyse du Shift Project. Voilà, c'est l'ensemble des bilans carbone qu'on a pu récupérer des lieux culturels qui nous permettent aujourd'hui d'essayer de modéliser vaguement ces fourchettes d'impact. Et c'est des fourchettes d'impact qu'on va retrouver ensuite quand je les présente. C'est une modélisation médiocre parce que vraiment il y a des typologies différentes selon les projets. Si vous êtes aujourd'hui le périscope salle de musique installé sur la presqu'île de Lyon, donc en plein cœur de Lyon, vous allez avoir un bilan carbone qui est toujours transport et mobilité. Mais l'impact, c'est à peu près 10 ou 15% en mobilité des publics seulement, parce que quasiment tout leur public vient en mobilité bas carbone en métro. Et ils ont du coup le reste de l'impact qui va être 30% d'impact en mobilité de mémoire, 30% d'impact en mobilité artiste. Donc il peut y avoir des effets de renversement. Là, on a essayé de dégager des tendances moyennes. Et ce qu'on essaie de raconter, c'est aussi la fragilité de ce qu'on propose comme modélisation. Le besoin de venir continuer à le travailler à partir d'une image un peu vague de à quoi ça ressemble en général, comment on peut le travailler maintenant de façon plus fine par sous-filière. Donc je pense que là, il y a des gens un peu toutes filières confondues. Spectacle vivant, cinéma, livre. On va voir ensuite que voilà, quand on rentre dans le détail, on peut affiner ces chiffres-là. Et en tout cas, par porteur de projet, il faut les affiner. Typiquement, un des chantiers qu'on ouvre avec le Shift Project, c'est on aimerait bien que dans la culture, il y ait certains endroits où on ait plus de bilan carbone. Des bilans carbone, on a beaucoup de festivals. Donc on arrive maintenant bien à modéliser à quoi ça ressemble l'impact carbone d'un festival. On n'a pratiquement pas de librairie ou de médiathèque. On ne sait pas à quoi ça ressemble l'impact carbone d'une médiathèque. Et on ne sait pas à quoi ça ressemble l'impact carbone. On va avoir une vague idée, hein, parce qu'on arrive quand même à se dire, bon, à voir ce qu'il peut y avoir derrière, mais voilà, avoir des typologies et des modèles de lieux culturels dont on aurait la typologie bilan carbone, ça reste intéressant. Donc en ce moment, typiquement, on a proposé à l'association des CDN de France de venir modéliser 3 ou 4 CDN en bilan carbone pour vérifier que nos intuitions sont bonnes et voir si on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose. Et donc il y a 3 ou 4 CDN centres dramatiques nationaux français qui vont faire un bilan carbone pour qu'on puisse se dire, bon ben voilà, le bilan carbone d'un CDN, grosso modo, ça ressemble à ça. Donc oui, prenez encore ces chiffres-là avec des pincettes, on est vraiment sur un travail de modélisation. Par contre, en termes de typologie d'impact, vous allez retrouver des ordres de grandeur. On va être quand même à peu près, grosso modo, souvent dans ces ordres de grandeur-là. Ouais. C'est une question qu'il faut que je pose à Frédéric Sarr et Nicolas Vergniaud. Je ne sais pas s'ils en font partie. Ouais. Je sais qu'il y en a 3-4 dans l'eau, je sais qu'il y a Limoges, mais en Occitanie, je ne sais pas voilà, à vérifier. Et de toute façon, ils en bénéficieront parce que c'est via l'association des CDN. Donc le chantier a vocation à être mutualisé et partagé. Hein. Mais c'était justement pour éviter que tout le monde en fasse un.
Parce que nous, on est en train de se dire, en fait, ça sert à rien que tout le monde fasse un bilan carbone. L'essentiel, c'est pas de faire de l'analyse. L'essentiel, après, c'est de passer dans du processus de transformation, quoi. Mais on a besoin de mesurer pour savoir comment agir. Bon, comme je vous disais, on a ces études qui viennent nous raconter un peu ces choses-là. Donc, une étude sur laquelle je m'appuie souvent, c'est l'étude DEMO, qui est une étude transfrontalière Belgique-France, avec 12 à 15 lieux culturels, plutôt des salles, musique, mais pas que. Il y a quand même aussi du théâtre. Et là, sur cette étude-là, au niveau des festivals, on retombe sur les typologies d'impact dont on parlait ensemble. En mobilité, vous allez être à 70% d'impact, et l'essentiel, ça va être de la mobilité spectateur et public. Et puis l'impact significatif en alimentation. Vous avez ici cette diapo qui vient d'une étude Coffice. Je la mets parce qu'elle nous permet de se rappeler ensemble que l'événement culturel et la proposition culturelle, quelle qu'elle soit, vous avez dû sentir que moi je venais du spectacle vivant et j'avais pas mal d'exemples spectacle vivant, elle est un moteur de la mobilité des publics. On a une responsabilité directe, et ici c'est signifié dans l'étude, 68% des festivaliers ne seraient pas venus sur le territoire sans le festival. Donc c'est vraiment le festival qui génère la mobilité et donc l'impact en mobilité. Et le petit jeu là qu'il y a sur ces diapos-là, c'est d'analyser que, hop, je vais revenir un peu en arrière, c'est d'analyser que vous pouvez avoir des festivals de proximité comme Zigzag, où vous avez des gens qui viennent quasiment tous de l'agglo, de Aix, et puis le festival Off d'Avignon, où ils peuvent venir d'un peu plus loin. C'est pas forcément le festival Off d'Avignon qui va avoir le plus gros impact en mobilité, parce qu'ici, ils arrivent à venir en train et en mobilité bas carbone, alors qu'au festival Zigzag, ils viennent de pas très loin, mais ils viennent quasiment tous en voiture. Donc voilà, il y a un jeu entre proximité et impact qui est intéressant à analyser. Je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui parce que c'était pas l'objet. Ce que je voulais vous transmettre comme notion et comme information, c'est que si vous regardez cette salle de concert, et c'est vrai des centres culturels, de beaucoup de centres culturels, et c'est encore plus vrai dès qu'on est en périurbain ou en rural, vous allez avoir ici de l'impact en kilomètres visiteurs bien supérieur aux impacts kilomètres artistes, et les impacts kilomètres artistes qui sont même eux inférieurs aux impacts des kilomètres employés, à la mobilité des employés de la structure. Donc on a ce réflexe dans la culture de dire il faudrait faire du circuit court artistique, et de considérer que les artistes, il faudrait qu'on n'ait plus que de l'offre locale artistique. C'est selon nous une erreur d'analyse. En plus de venir étouffer la culture à terme, ça ne répond pas à l'enjeu de problématique. L'enjeu de problématique, c'est le circuit court des publics. C'est d'avoir des publics qui viennent de pas loin ou qui viennent en mobilité bas carbone. Voilà, toujours l'étude démo qui redit la même chose. Là, on est sur les salles et centres culturels. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est semblable. Je voulais vous montrer cette diapo qui parle du cinéma et des salles de cinéma en France. C'est une étude qui vient de sortir il y a quelques jours du Shift Project. Impact carbone des salles de cinéma en France, avec un travail de modélisation que vous pourrez retrouver en ligne sur l'étude des carbonons, la culture. Vous voyez qu'ils font le même constat dans le cinéma. Le principal impact carbone des salles de cinéma en France, c'est le déplacement, et c'est essentiellement du déplacement de visiteurs. Et c'est pas du tout, encore une fois, peut-être quelque chose qu'on a en tête. Quand on va penser quel est l'impact d'une salle de cinéma, on va penser à les projecteurs, à le bâtiment, et on ne va pas voir qu'en fait la clé, c'est et l'impact majeur, c'est le déplacement des visiteurs. Et du coup, ça pose la question du risque. On a envie que demain, il y ait beaucoup de gens qui viennent dans nos lieux de culture. Donc d'autant plus que là, la crise du coronavirus a vraiment rendu un peu le contexte difficile pour nos métiers. Donc on a envie qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent dans nos lieux de culture, en vrai, en présentiel. Pour y arriver, il faut qu'on se pose des questions sur comment ils viennent, pour que ça soit soutenable. Parce que si ce n'est pas soutenable, ça ne durera pas. Donc voilà, ça pose des questions des salles qui sont installées en périurbain, des salles qui se sont éloignées des centres-villes. Est-ce qu'il n'y a pas des renversements de tendance qui vont avoir lieu dans les prochaines années ? Je ne suis pas Madame Irma, mais on peut au moins se poser des questions sur l'aspect prospectif de ces enjeux-là. Et puis je voulais vous montrer aussi, pour avoir un autre regard sur le cinéma, l'impact cette fois-ci d'un tournage. Vous avez l'exemple de la répartition des émissions proposée par EcoProd. Et là, alors, on tombe quand même tout de suite très vite sur les moyens techniques et les moyens matériels qui vont être mobilisés.
Il y a moins d'enjeux de déplacement en moyenne, hein. Après, encore une fois, ça dépend du tournage. On essaye de vous modéliser des moyennes. Et il y a un gros enjeu autour de hôtellerie-restauration. C'est pendant le tournage, quand on reste à 40 ou 50 jours sur le même site pour tourner, qu'est-ce qu'on fait manger aux équipes? Ça a un gros effet de levier dans la baisse des impacts environnementaux, très vite. Et ça se ressent du coup sur l'accompagnement. Donc il y a un enjeu autour de la mutualisation des moyens techniques du matériel qui est très fort sur les tournages et qui vous voyez, nous amène à rentrer dans la subtilité des impacts, quoi. Au-delà d'une modélisation globale, quand on essaye de réfléchir à quoi ça ressemble les impacts du secteur, en fait on est obligé de rentrer dans un niveau de détail qu'on commence à pouvoir faire. Voilà, seulement. Puisque vous voyez, cette étude, elle est 2021. Alors, il n'y a pas les chiffres. EcoProd, c'est 2020. Voilà, on commence seulement à avoir la matière pour penser ces choses-là, quoi. Ça paraît fou, mais voilà. Et là, pareil, étude toute récente sur les impacts d'un livre, répartition des émissions de GES d'un livre vendu en librairie, où vous allez avoir une modélisation un peu différente, puisqu'évidemment, du coup, autour du livre, il y a quand même du déplacement client. C'est quand même significatif, 12%, mais après vous allez quand même avoir des impacts qui sont plus liés à la distribution ou à la fabrication, en l'occurrence l'usage papier. Donc là, ayez en tête qu'on parle des impacts de la culture en général. En fait, chacune des sous-filières a des enjeux un peu différents à travailler. Il y a un enjeu transversal qui est celui de la mobilité. Sur les autres, voilà, il faut rentrer dans des niveaux de détail. En fait, il y a deux enjeux transversaux, la mobilité et la numérisation. Et pour les autres impacts, il faut rentrer un peu plus dans un niveau de détail. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais regarder combien de temps il me reste. Bon, ça va, il me reste 14 minutes. Pour qu'on se dise, une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on a essayé de regarder les impacts dans ce contexte-là, quels seraient les gros gisements de baisse d'impact, puisque c'est ça que j'ai essayé de vous amener, où sont les endroits où il faut travailler, quelles pourraient être les priorités. Je voulais vous décrire des options qui pouvaient s'offrir à nous. Et vous imaginez bien qu'en 14 minutes, je ne vais pas pouvoir rentrer dans des niveaux de détail. Je vais essayer d'ouvrir des portes. Voilà, il faudra tirer les fils ensuite à partir de ces réponses-là. Il y a une première approche, notamment pour les grosses structures, qui peut être intéressante, qui est l'approche par les normes. Et alors autant je ne le conseille pas quand on est une TPE, TTPE ou association, autant si on est une structure culturelle un peu massive, voire une entreprise très structurée, qui pourquoi pas dans les jeux vidéo, travailler autour de la question des normes horizontales, des normes environnementales, ça peut être un bon outil. Ça va vous permettre de structurer une démarche de management environnemental et ça va vous permettre de positionner des indicateurs de transformation. Il y a un défaut à la norme en l'état, c'est que pour l'instant, dans la culture, il n'y a pas de réglementation directe ou d'objectifs fixés sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça ne permet pas de venir se fixer d'objectifs si on ne se les fixe pas soi-même. L'enjeu, c'est d'utiliser cette norme comme un levier et un outil, ou ces normes, comme un levier et un outil pour venir vous poser vos propres indicateurs. Il y en a une que je n'ai pas mentionnée ici, qui est la norme 20-121, qui est une norme transversale hyper intéressante pour venir travailler et structurer votre démarche de transition écologique. Ça va être vrai pour les entreprises les plus structurées et vous pouvez bénéficier de financement pour vous faire accompagner sur ce type de normes. Je le dis avec d'autant plus de facilité que moi, je n'accompagne pas les structures sur ça. Donc je ne le fais pas, c'est des collègues à moi qui le feront. Il y a des dispositifs d'appui de conseil de l'AFDAS qui permettent d'être accompagnés en transition écologique. Et du coup, c'est pris en charge quasiment intégralement pour avoir un accompagnement sur un passage à la norme. Ici en région, vous aviez le festival de Thau qui était passé en 20-121, en ISO 20-121. Aujourd'hui, ils en sortent avec cette idée que la norme leur a permis de se structurer, de construire leur action. Maintenant, ils savent quoi faire, ils savent où aller. Et la norme est devenue trop contraignante d'un point de vue administratif. Donc ils l'abandonnent parce que ce n'est pas non plus un outil sur lequel il est facile de communiquer. Y compris auprès des publics. Mais voilà, ça leur a permis de structurer leur action. Et je pense que c'est un bon outil, mais si vous êtes plutôt une grosse entreprise culturelle ou une grosse structure culturelle. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur les technologies? Pas vraiment. Je vais passer vite sur cette diapo parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut compenser?
est-ce qu'on peut être dans une idée que la culture serait tellement essentielle à nos sociétés qu'on la préserverait telle qu'elle et puis on planterait des arbres pour la sauver? Ça me permet de donner une analyse globale qui vient des arts visuels et pour vous donner l'idée de ce que génèrent les arts visuels en termes d'impact. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Julie's Bicycle. Julie's Bicycle, c'est une autre structure complètement ressource sur ces questions, qui a été pionnière sur l'analyse d'impact, qui a proposé cette étude qui s'appelle Art for Zero. Voilà, il raconte la même chose. L'essentiel de l'impact des arts visuels, ça va être de la mobilité visiteur. Vous avez un impact, si on ne tient pas compte de la mobilité visiteur, qui va tourner autour de 18 millions de tonnes de CO2. Et si on tient compte de la mobilité des spectateurs et des visiteurs, elle monte à 70 millions de tonnes de CO2. Et si vous voulez compenser ça, il vous faut planter tous les ans, puisque c'est un impact annuel, il vous faut planter tous les ans la moitié de la surface de la France en forêt. Donc je pense que voilà, ça permet de comprendre pourquoi la compensation, ça va pas nous permettre de rentrer dans ce jeu de correction. Alors ça peut être un outil à la marge, mais voilà, ça ne va être qu'un outil à la marge. Donc le gros du chantier, ça va être d'atténuer nos impacts. Une bonne stratégie du coup, c'est si on se dit que c'est important que les œuvres circulent, que les artistes circulent, que les projets culturels circulent, c'est de travailler plutôt dans une logique d'implantation ces projets culturels. Et comment du coup, pour tout ce qui va être projet non numérique, on pourra parler vite fait des impacts du numérique, si vous pensez des projets implantés, voilà, avec une logique de maillage des territoires, vous allez de façon systémique réduire vos impacts en mobilité. Donc on est vraiment dans une logique où la bonne manière et le bon chemin de baisse d'impact, au-delà des mesures techniques qu'une structure pourrait prendre, c'est une vision systémique sur ça va ressembler à quoi la culture demain. Est-ce que ça va toujours être la recherche d'une attractivité la plus longue distance possible pour avoir le plus de monde possible qui viennent, y compris de très loin, ou est-ce que ça va être d'essayer d'aller chercher le plus de monde possible, mais en proximité? Le modèle soutenable, c'est plutôt le second. Si vous êtes obligé d'aller chercher des gens très loin pour que votre modèle économique soit tenable et qu'en plus ces gens doivent venir en avion, il y a très très peu de chances, il n'y a aucune chance que votre modèle devienne soutenable à moyen terme. Le chemin de soutenabilité, il est vraiment sur ce que j'appelais tout à l'heure le circuit court des publics. Parce qu'à cette échelle-là, ça va être possible de faire du bas carbone. Et la bonne nouvelle qu'on peut avoir sur le secteur culturel, c'est qu'on constate quand même plutôt que les publics de la culture, en général, ne font pas des millions de kilomètres pour venir voir des œuvres ou des spectacles. On est plutôt sur des formes de régionalisation de public ou de visiteurs. Ça veut dire que du coup, à ces échelles-là, c'est possible. Je vais vous l'illustrer avec un exemple de festival de musique. 3% de spectateurs du festival Les Vieilles Charrues qui viendraient en avion, c'est une modélisation, hein, c'est pas le cas, mais 3% du festival Les Vieilles Charrues qui viendraient en avion représenterait 50% de son impact carbone total. 3% de spectateurs, 50% de l'impact. Or aujourd'hui, on sait déjà dans les études que 85% des spectateurs des Vieilles Charrues viennent de la région Bretagne. Donc vous avez une adéquation entre la perspective économique, la soutenabilité économique du projet Vieilles Charrues, 85% du public versus 3% du public, et sa soutenabilité écologique. Si les Vieilles Charrues renoncent à faire venir des spectateurs de très loin, ça ne met pas en péril son projet économique, c'est soutenable économiquement, et écologiquement, ça peut atterrir. J'ai eu d'intéressantes discussions avec la responsable RSE des JO de Paris il y a un mois, autour de ça. J'ai eu aussi d'intéressantes discussions avec la responsable du musée Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi, autour de ça. Elle me disait, la responsable du musée du Louvre Abu Dhabi, voilà, comment je fais moi? Parce que nous, clairement, avec nos expositions qui sont en anglais tournées vers des visiteurs internationaux, je ne fais pas venir le public local. Bon, moi, j'avais pas grand-chose à lui répondre, à part je ne vois pas bien où peut être la soutenabilité de ton modèle à 10, 15, 20 ans. Voilà. J'étais dans un échange très honnête et très intéressant avec elle. Mais elle me racontait cette difficulté que même les expositions ne sont pas dans la langue du pays.
Les explications des œuvres ne sont pas dans la langue du pays. Donc on est sur des projets qui ont été pensés global, mais à une échelle d'hypermobilité. Et ça me paraît vraiment très difficile de le rendre soutenable, là où tous les projets implantés, culturels, on peut réussir à les rendre soutenables. Hop, ça c'est celle d'avant. Donc voilà, j'insistais sur les circuits courts des publics et ça rejoint un mot qui, je crois, a été beaucoup prononcé déjà dans les différents échanges que vous avez eus. C'est comment ça peut marcher en étant dans une logique de coopération. Il y a deux choses peut-être à retenir pour clôturer cette intervention. C'est faire la différence entre l'éco-responsabilité à son échelle et puis les questions systémiques qu'on a à résoudre. Vous pouvez être complètement, chacun de nous pourrait être éco-responsable dans un système qui ne le sera pas. Alors si je dois vous expliquer ça, je vais prendre mon exemple favori qui vient de l'événementiel. Dans l'événementiel, ils ont une liste de centres de congrès éco-responsables. Donc ils ont un centre de congrès éco-responsable à Johannesburg, à New York, à Tokyo. Et du coup, ils peuvent décider d'emmener, pour faire un congrès de médecins qui sont tous installés en Europe, de les emmener à Johannesburg, à Tokyo, à New York, dans un centre de congrès éco-responsable. Vous voyez bien que dans la logique, on n'est pas du tout dans quelque chose de soutenable. Et pourtant, les centres de congrès, vous les analysez en scope 1 et 2, en périmètre restreint, ils font tout bien. Ils vont avoir des LED pour ne pas dépenser trop d'électricité, ils vont avoir zéro plastique, ils vont avoir de l'alimentation végétarienne, ils vont cocher toutes les bonnes cases pour atténuer leurs impacts en scope 1 et 2. Et puis par contre, voilà. Mais le modèle global, il n'y est pas. Vous vouliez réagir ? Oui, il y a une logique d'éco-blanchiment. Après, il y a parfois beaucoup de maladresse dans l'éco-blanchiment. Je pense qu'il y a des gens qui éco-blanchissent pour effectivement se donner bonne conscience. Mais il y a aussi parfois de l'éco-blanchiment involontaire. On croit bien faire. Et c'est presque pire, parce que du coup, enfin non, c'est pas pire, mais ça rend difficile la correction. Quand on a l'impression de bien faire, qu'on a une mauvaise pratique, en croyant que c'est une bonne pratique, c'est délicat à transformer. Mais ayez en tête ça en tout cas. Devenir éco-responsable tout seul dans son coin, ça ne permet pas toujours d'avoir un modèle global qui est soutenable. Et du coup, la deuxième chose, c'est que si vous passez à l'échelle du modèle global, la coopération va être assez vite un gros levier d'atténuation de vos impacts environnementaux. Je vais vous donner plusieurs exemples, mais quand vous êtes un organisateur d'événements et que vous revendiquez la première ou l'exclusivité d'un concert, par exemple, et que vous interdisez du coup, on a eu le cas cet été, je vais le citer, les Nuits de Fourvière, qui proposait une clause d'exclusivité sur un groupe syrien, d'artistes syriennes, de musiciennes syriennes, exclusivité pendant 4 mois sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc maintenant, c'est grand la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça veut dire que ce groupe d'artistes syriennes, qui n'était pas non plus hyper connu, ne pouvait jouer qu'à Lyon de tout l'été, ne pouvait pas jouer à Saint-Étienne, à Clermont, à Aurillac, voilà, et donc n'avait aucune chance d'organiser une tournée mutualisée soutenable. Et voilà, elle venait de Syrie, donc potentiellement un déplacement forcément en avion. On est encore une fois de la même manière qu'on était dans une logique d'attractivité territoriale tous azimuts. On est aussi dans une logique de compétition interstructure culturelle dont on aurait intérêt à sortir pour travailler à l'atténuation de nos impacts. Voilà, l'enjeu de coopération paraît majeur pour faire atténuer nos impacts. Là-dessus, je pourrais vous renvoyer aux travaux du Shift Project dont j'ai déjà parlé, décarbonant la culture. J'aimerais vous renvoyer à des travaux qui ne sont pas encore sortis, mais qui sortiront courant janvier. La mini-convention climat du réseau de musique du monde Zone Franche, voilà, qui travaille à une réflexion quand on est un réseau de musique du monde, donc où ça va être difficile de se replier complètement et de décarboner l'activité, comment on fait pour suivre la trajectoire Accord de Paris ? Ça sera intéressant peut-être pour vous que vous alliez voir comment ils ont réfléchi collectivement à une trajectoire de décarbonation adaptée à la trajectoire Accord de Paris, donc moins 80% d'ici 2050, et en même temps continuant à faire venir des artistes de Syrie, d'Afghanistan, d'Afrique du Sud, d'Amérique latine.
Et puis voilà, je vais terminer avec cette diapo-là, parce que je crois que j'arrive au bout de mon temps disponible. Dans la culture aujourd'hui, on a un gros enjeu qui est la numérisation. Et malheureusement, pour l'instant, on continue trop souvent à percevoir la numérisation comme forcément une bonne solution d'un point de vue environnemental. Ça peut l'être. Et moi, je ne suis pas du tout quelqu'un anti-numérique. J'adore les usages numériques et je crois vraiment à l'idée que des usages ciselés du numérique peuvent nous aider dans ce contexte de transition écologique à faire atterrir tous nos impacts. Mais ayons quand même en tête ce graphique-là. Pour l'instant, nous sommes dans un usage sans modération du numérique, qui fait que d'ores et déjà, aujourd'hui, le numérique représente 3, 9, 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Selon les études, 8 à 10% de la consommation électrique mondiale. C'est aussi extrêmement gourmand en matière, extrêmement gourmand en eau, et qu'on est sur un scénario d'explosion de ces usages. Il y a deux manières de le voir. La première manière, c'est de se dire c'est pas bon pour la planète, c'est pas cohérent avec les trajectoires qu'on s'est données, trajectoire accord de Paris. Il y a une injonction contradictoire entre ces deux trajectoires. Et il y a une deuxième manière qui est si on aime ces outils, si on développe de l'activité économique ou culturelle autour de ces outils, qui peuvent avoir toute leur pertinence, que ce soit les jeux vidéo, la musique, le cinéma, comment on fait pour faire en sorte que nos impacts soient atténués. Là-dessus, on n'est pas sans ressources. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent l'éco-conception numérique. On commence à avoir des bases de données sur les impacts environnementaux du numérique pour les travailler. Donc, vous avez une base de données qui s'appelle Negaoctet, qui nous permet aujourd'hui de venir voir, quand on développe un projet numérique, quel qu'il soit, musique, cinéma, jeux vidéo, comment on fait atterrir ces impacts. Comment on fait en sorte que ce qu'on est en train de développer ne vient pas rajouter des problèmes aux problèmes, mais participe de la solution. Je vous l'ai fait en une diapo. Rien que sur le numérique, on pourrait faire un atelier de travail de 3 heures sur les enjeux numériques responsables et enjeux environnementaux du numérique. Mais je tenais quand même à terminer là-dessus parce que c'est pour moi le gros angle mort de questions qui commencent à émerger très fort dans le secteur. Le secteur culturel est en train vraiment de prendre à bras-le-corps la question de la transition écologique et ça nous fait vraiment plaisir, y compris au niveau ministériel, il y a des choses qui bougent, sur les territoires, il y a des choses qui bougent, mais le numérique reste un angle mort de ces questions-là et nous, on aimerait bien que ces choses soient articulées, numérisation, pourquoi pas, mais à condition que ça vienne nous aider au processus de transition écologique et pas nous rajouter des problèmes dans un contexte où on en a déjà beaucoup. Voilà, j'aurais eu 1000 autres choses à vous dire, mais en 1h30, j'ai dû faire des choix. J'espère que c'était pas trop brouillon et confus. Et on a encore quelques secondes pour prendre des questions. On peut prendre 10 minutes de questions, il n'y a pas de souci, on a le temps. Je vous mets juste deux petits outils si vous voulez évaluer votre événement, si vous voulez avoir des simulateurs pour calculer l'impact carbone de votre alimentation, l'impact carbone de vos mobilités. Voilà, c'est des outils, ça n'a pas vocation à être beaucoup plus que ça. Et puis, si vous voulez qu'on continue les discussions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous donne cette image-là que j'aime aussi beaucoup commenter. Elle vient de la physique quantique. La seule manière de voir qu'il y a un cylindre au milieu, c'est de faire discuter ensemble les gens qui voient des ronds et les gens qui voient des carrés. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Merci d'abord, parce que vous êtes très clair, donc c'est très agréable de vous écouter et j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je me posais une question. Quand on parle d'écologie, on parle souvent de sobriété de manière générale. Un des objectifs des politiques culturelles, c'est l'accès du plus grand nombre aux arts et à la culture, avec une dimension de conquête de public, de trouver, en tout cas de donner l'accès à des gens qui aujourd'hui ne l'ont pas, pour plein de raisons. Et du coup, il y a un désir de développement et de dire il faudrait qu'il y ait plus de place dans les salles de spectacle, plus de gens dans les festivals, plus de gens dans les centres d'art. Est-ce que ça fait partie des éléments de prospective sur lesquels vous travaillez, cette question justement pour répondre au plancher social dont vous parliez tout à l'heure, tout en tenant le plafond? Oui, la réponse qu'on essaie de donner, c'est le calibrage et l'adaptation. Comment les projets culturels qu'on déploie et qu'on développe arrivent à être adaptés et calibrés en fonction des ressources d'un territoire.
Et nous, on croit qu'il est possible de continuer à faire du développement culturel et même de défendre l'idée qu'on doit continuer à faire du développement culturel, y compris quantitatif, mais que ça doit être cohérent avec le territoire qu'on travaille. En résumé, si vous êtes... allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Si vous êtes la ville de Montpellier et que vous vous dites « mon objectif, c'est de faire venir des visiteurs et des spectateurs de New York, de Chine, pour donner une visibilité à ma ville et développer le tourisme de masse », je pense que vous êtes passé à côté de l'analyse prospective. Mais si vous êtes la ville de Montpellier et vous vous dites « je vais développer une offre culturelle qui va permettre d'aller toucher plus de monde, des classes sociales distinctes que je n'arrive pas encore à toucher sur un territoire de proximité », là, il n'y a aucun problème. Parce qu'à cette échelle-là, vous allez pouvoir faire du projet culturel soutenable, en présentiel ou en distanciel, et vous allez pouvoir continuer ce travail de développement des publics, de démocratisation culturelle, d'échange. Ça vient finalement re-questionner des choses qui sont présentes dans le secteur et dans les enjeux culturels depuis longtemps. Et des tensions entre le déploiement, le développement économique, les ressources qu'on a besoin d'aller chercher, et qui s'entendaient. Hein. Je ne cherche pas à jeter des pierres. Cette analyse prospective, elle vient raconter qu'on est sans doute en train de changer d'époque, et que la soutenabilité économique de demain ne se situe pas tout à fait exactement à l'endroit qui était celle du jour. Voilà, donc les leviers ne vont pas être les mêmes. Pour moi, il faut y aller franco sur le développement culturel, mais sur un développement culturel territorialisé. Ça nécessite du maillage, ça nécessite de penser la ruralité. Qu'est-ce qu'on fait pour proposer des choses en espaces ruraux et pour que ces choses dans les espaces ruraux soient vues par des gens du territoire rural et ne viennent pas générer un déplacement de la métropole vers la ruralité, où là, ça ne serait pas non plus intéressant. Voilà. Mais c'est des questions hyper complexes. Il faut se garder de faire un travail de sape. Voilà, il faut y aller extrêmement prudemment dans les analyses et dans ce qu'on reconstruit pour ne pas tout casser. Mais je pense qu'il y a des fortes interrogations à avoir effectivement sur les logiques qui étaient les nôtres jusqu'ici, quoi, notamment de rayonnement et d'attractivité. Une question très bête. Tu as utilisé les termes de développement durable, de soutenabilité aussi. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre développement durable et développement soutenable ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en anglais, on dit sustainable development. Donc en fait, le bon mot, on devrait dire, la bonne traduction en français, ça devrait être développement soutenable. Développement durable, c'est mon collègue Samuel qui est co-auteur du livre et qui travaille pour le Shift Project qui dit oui, de toute façon, tout est durable. Par contre, il y a des trucs qui ne durent pas longtemps, il y a des trucs qui durent très longtemps. Donc effectivement, sans doute le bon mot, c'est soutenable. Après, moi-même, je viens interpeller la notion même de développement durable parce qu'elle me paraît plus adaptée aux pays occidentaux. Elle me paraît encore extrêmement adaptée à des pays justement en développement. Mais pour nous, qui sommes des pays riches, qui avons décollé, on a sans doute plutôt à penser les choses en termes de transition écologique. Je dis souvent faire atterrir nos impacts. Et donc finalement, on est moins dans le développement que dans une transformation de nos façons de faire. Et c'est pour ça que je parle de transition écologique. Et transition, pour faire un lien avec... parce qu'on m'a déjà fait la remarque, transition pour faire le lien avec ce qui se passe dans les questions de genre. Quand quelqu'un est en transition en termes de genre, on est bien dans un processus profond de transformation, mais qui prend un peu de temps. Voilà, avec des étapes. On n'est pas du tout dans quelque chose... souvent, les gens peuvent confondre transition et croissance verte. Je ne sais pas pourquoi ils mettent le terme croissance verte derrière le mot transition. Non, on parle bien d'une transformation profonde. Une transition, c'est quelque chose de potentiellement très profond. Juste, ça prend du temps, quoi. On passe d'un état A à un état B, mais ça prend du temps. Merci pour ton intervention. Moi, j'aurais une petite question aussi. Tu as beaucoup parlé du festival de Vieille Charrue, des choses comme ça. Je voulais savoir, peut-être pour conclure aussi, est-ce qu'il y a des exemples aussi, à l'inverse, de festivals, de coopération sur les territoires, dans le cinéma, dans les festivals de la musique, dans les jeux vidéo, qui existent aujourd'hui, qui ont pris déjà le coche de cette transition, qui pourraient être source d'inspiration pour nous, qui entreprenons dans la culture? Ouais, alors il y en a plein, moi je les connais pas tous, j'ai un gros tropisme spectacle vivant, donc je vois plus vite ce qui se passe en spectacle vivant. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller voir déjà les travaux du Shift Project,
qui vont vous donner des idées d'expériences inspirantes. Allez voir l'association Art Viva, Art Vivant, Art Durable. Allez voir les travaux de Sequoia et Écotournage. Enfin voilà, il y a tout un tas d'écosystèmes de gens qui font des choses extrêmement pertinentes et extrêmement intéressantes. Là, en 1h30, malheureusement, j'avais pas le temps de vous amener toute cette matière d'expérience. Même les vieilles charrues bossent bien cette question, parce que du coup j'ai modélisé autour des vieilles charrues et des questions que ce modèle-là pouvait poser, mais même les vieilles charrues avancent sur ces questions-là. Aujourd'hui, ils se posent la question autour, par exemple, de est-ce que demain en Bretagne, il faut qu'on continue à faire de la galette saucisse pour nos festivaliers ? Tu fais de l'analyse environnementale de la galette saucisse, entre la façon dont sont produits les porcs en Bretagne, les effets d'algues vertes, d'eutrophisation des milieux marins, donc les algues vertes, plus les impacts émissions de gaz à effet de serre de ce modèle-là, extrêmement carné, il voit bien que ça pose des questions. Bon, après, ils sont quand même partiellement financés par des producteurs porcins. Donc voilà. Et j'avais les mêmes discussions ici, avec un festival implanté en Sud-Ouest, dont un des gros financeurs, c'était un des gros éleveurs de canards. Elle me disait, moi, je ne peux pas atténuer mes impacts environnementaux à l'assiette de mes festivaliers parce qu'il est hors de question que j'arrête de donner du canard, quoi. C'est des sujets complexes et une chose à retenir, c'est la notion d'étape et de trajectoire. On n'arrivera pas à faire moins 80% en claquant des doigts. On a 30 ans pour le faire. Donc il faut aussi accepter que peut-être dans les premiers temps, si on fait que moins 2%, moins 3%, si on travaille que des petites choses, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se mette un peu tous en mouvement. Il y a un effet boule de neige ensuite. Plus on est à s'y mettre, plus il y a des collectifs qui se construisent, plus l'institution réagit et met en place des choses qui nous aident, et plus ça devient facile. Donc en conclusion, des expériences inspirantes, je pourrais t'en trouver plein. Certains qui sont bons sur les questions d'alimentation, certains qui sont bons sur les questions de transport. Voilà, des solutions parfaites, voilà, il n'y en a pas. On est tous dans des processus d'amélioration continue, quoi. Ce que fait Terre du Son ici en festival, c'est très chouette. Voilà, il y a 1000 porteurs de projets qui essaient de développer des choses intéressantes. Mais gardez en tête quand même qu'il n'y a pas de modèle idéal. Et quand vous êtes un porteur de projet culturel, vous avez à regarder, vous, à votre endroit, qu'est-ce que vous fabriquez comme impact, comment vous pouvez les atténuer, et surtout, à quel point vous pouvez vous inscrire en tant que vecteur de transformation pour tous les gens autour de vous. Parce que c'est ça la grosse question. Comme on se l'a dit dès le départ, la culture n'est pas un secteur si polluant que ça. L'enjeu, c'est de s'adapter au monde de demain et surtout d'arriver finalement à démontrer qu'on est un secteur essentiel, ce qui n'a pas été toujours perçu ces derniers temps, en s'inscrivant pleinement dans ce contexte-là de transition. Il y avait peut-être une dernière question et après... Et on prend une dernière. C'est Sophie, donc... Donc oui, moi j'essaye d'accompagner un peu les porteurs de projets, à modeste échelle, sur ces questions de développement durable. En fait, ce que je dis souvent, c'est que le développement durable, j'utilise encore ces termes, mais que d'un porteur de projet, c'est aussi son propre développement durable. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'impact sur l'environnement, mais il y a aussi l'environnement humain. Du propre entrepreneur, et je pense que ça peut être aussi l'amorçage de tout. Donc après on rejoint plutôt des enjeux RSE. Par contre, j'aimerais bien voir la slide précédente parce que j'ai pas eu le temps de voir les diagnostics que les personnes pouvaient. C'était juste après, je crois. Oui, voilà, l'outil diagnostic. L'outil diagnostic, ouais. Voilà. Donc c'est un outil que propose l'ADEME qui s'appelle ADER. Et ça permet de vous organiser un événement culturel, ça vous permet de faire un petit autodiagnostic rapide en 2-3 heures sur Internet. Vous allez avoir, alors c'est pas exhaustif et c'est pas parfait, mais ça peut être un guide pour l'action. Le meilleur des guides pour l'action, c'est le travail entre pairs. Comment vous allez pouvoir capable de discuter très souvent de ces questions avec des gens qui font la même chose que vous. Ça, c'est un gros catalyseur, un gros accélérateur de transition et de transformation. Puis voilà, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça y participe. Et je pense que c'est des sujets qui vont être sur la table encore pour longtemps. C'est des sujets puissants et on va s'améliorer aussi sur ces sujets-là. Ouais, n'oublions pas l'humain, bien sûr. Voilà, mon axe, c'était transition écologique.
Si on veut que ça marche, si on oublie l'humain, ça ne marchera pas. Je vais vous parler d'un projet qu'on est en train de développer avec les agences régionales de diffusion, et puis je terminerai là-dessus, Olivier, pardon. Avec la collaborative 5 agences régionales de diffusion, on a proposé, dans le cadre du Fonds d'amélioration des conditions de travail, de venir travailler ces questions de transition écologique sous l'angle du bien-être au travail. C'est-à-dire comment les enjeux de transition écologique peuvent venir amener du ralentissement dans les rythmes de production, dans les échanges, et comment en fait ces questions de transition écologique peuvent être un outil de bien-être au sein des entreprises. Voilà, j'ai pas pris le temps d'en parler là parce que c'était pas l'objet, mais effectivement c'est un sujet, et moi je crois vraiment qu'on n'arrivera pas à relever ce défi s'il n'y a pas un minimum de joie, de sourire, de bienveillance entre nous. Voilà, on va avoir besoin de tout ça dans un contexte aussi difficile. Merci beaucoup David, merci à tous d'être venus. Juste 2 informations, donc il reste 2 tables rondes sur le forum. Ici à 16h30, il y aura une table ronde d'entrepreneurs qui vont témoigner sur les activités et les métiers de demain. C'est en lien avec le lieu, en fait, c'est d'imaginer quels seront les métiers demain. Et dans 5 minutes, donc premier étage, vous avez une table ronde sur la stratégie des ICC, le plan de relance du gouvernement. Donc c'est plutôt ce qui touche les financements, avec Fabrice Casadebecq de la DGMIC et Philippe Tilly, qui est juste entré, qui vient de repartir, et qui vont démarrer dans 5 minutes. Voilà. Donc, je pense qu'il y a sûrement des places, si ça vous intéresse. Et donc ici, à 16h30, il y aura la table ronde avec les entrepreneurs, et il y aura un dessinateur. On a décidé de donner la parole aussi à un artiste. Il va croquer les échanges, il va dessiner, moi, vous, peut-être tout le monde, les techniciens, et avec des feuilles, des paperboards, donc il sera en performance un peu artistique pour finir le forum. Voilà. Merci beaucoup, on a appris plein de choses. On va encore s'améliorer sur notre soutenabilité et le développement durable. Merci David, bravo.